Mesdames, Messieurs, bienvenue à Cultiver son savoir. Notre société est en changement perpétuel et les individus qui la composent également. Qu'en est-il du bénévolat? Notre invitée, Julie Fortier, professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR, nous explique les principales différences dans les pratiques du bénévolat en loisirs, sport et culture de 2011, mais aussi de 2022. Nous la rejoignons à l'instant. Merci beaucoup d'être des nôtres. Ça fait plaisir. C'est vraiment apprécié. J'aimerais ça qu'au début, on puisse situer la formation, les diverses formations universitaires que vous avez suivies pour comprendre le cheminement, justement. Bien, moi, j'ai fait un baccalauréat en loisirs, culture, tourisme qui se nommait récréologie à l'époque. Oui. Puis après, j'ai fait une maîtrise en loisirs, culture, tourisme aussi à l'UQTR, les deux. Bac maîtrise à l'UQTR. Puis après, un doctorat en études urbaines à l'UQAM. C'est un programme conjoint INRS-UQAM. Puis voilà. Donc, Et au niveau du doctorat, votre sujet, on parle d'une thèse ou... Oui, c'est une thèse que j'ai faite. Tu sais, j'ai comme intérêt de recherche le bénévolat, oui, mais également la notion de concertation. Donc, c'est vraiment ça que j'ai creusé à ma maîtrise et au doctorat. Donc, c'est quoi la concertation? C'est quoi les conditions qui favorisent la concertation, justement, puis les barrières qui entravent. Donc, c'est ce qui m'intéressait, les études. Ouais. Et dans le concret, quand on arrive à titre de professeur, quelles sont les matières enseignées? Bien, moi, j'ai été appelée à enseigner divers cours, mais entre autres, des cours qui portent sur la gestion des ressources humaines, salariées, mais également bénévoles. OK. Donc, Oui. Déjà là, oui. Oui, il y a ça. Il y a aussi l'élaboration de politiques publiques, notamment au niveau municipal, en loisirs. Ceux qui travaillent, entre autres, dans les municipalités sont appelés à rédiger des politiques publiques, en fait. Politique de famille, politique... Exact, développement social, famille, intégration des immigrants, personnes handicapées. Donc, voilà. Puis, donc, comprendre à quoi ça sert, puis pourquoi on rédige, comment on rédige ce type de politique-là. Puis, des cours aussi d'accompagnement qu'on appelle projet de fin d'études, où on accompagne un étudiant qui fait une démarche de recherche en lien avec un sujet qui l'intéresse. Donc, D'accord. essentiellement, Est-ce qu'il réfléchisse davantage sur ce qu'il veut faire, s'il ne veut pas aller en recherche, par exemple? Bien, oui. Bien, tu sais, c'est pour acquérir une démarche, OK. de réflexion. C'est essentiellement ça, ce cours-là. Puis aussi une autonomie dans leur démarche. Puis, bien, ceux et celles qui ont un intérêt par la suite à poursuivre, c'est peut-être là qu'ils le découvrent, en fait, avec ce cours-là, Oui. projet de fin d'études. Mais sinon, bien, c'est pas essentiel d'aller après aux études supérieures. Là. Le but, c'est vraiment qu'ils acquièrent une démarche de réflexion. Ouais. Très bien, très bien. Et là, on arrive au bénévolat comme tel. Oui. Les études en 2011, en 2022, donc c'est un comparable qu'on recherche. Oui. C'était les mêmes questions, j'imagine, qui ont été posées, ou semblables à tout le moins, dans les mêmes champs de connaissances? Mais ça se ressemble beaucoup. En fait, on a fait une première étude en 2001, où là, on partait de zéro dans les connaissances en termes de bénévolat en loisirs, puis on sait très bien que c'est la ressource humaine numéro 1 en loisirs, sport, culture. Donc là, on avait un gros questionnaire, un bon questionnaire en 2001. On a élagué un petit peu plus en 2011. On a ajouté d'autres questions pour alimenter la gestion, en fait. Donc, faire en sorte qu'on ait des résultats qui donnent des outils aux professionnels qui ont à œuvrer avec des bénévoles. Puis, c'est ça, il y a eu 2022 aussi, là, 10 ans plus tard, où on a élagué un petit peu plus, puisqu'il y avait énormément de questions, mais essentiellement, les questions qui sont au cœur de l'étude revenaient. Là. C'est exactement les mêmes questions qui étaient posées. On peut donc penser que là, on va faire un peu l'autopsie de ces deux questionnaires-là. En 2011, le questionnaire que vous aviez soumis, est-ce que c'était parce que déjà, il y avait comme un bénévolat qui s'essoufflait dans les organismes ou pas du tout? On n'était pas là encore? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on voyait une différence, en fait. On voyait qu'il y avait une différence de 10 ans auparavant, notamment au niveau, oui, du recrutement, des façons de recruter, des façons de faire du bénévolat aussi qui sont différentes aujourd'hui. Okay. Donc, on voulait aller un petit peu plus loin là-dessus pour voir justement qu'est-ce qui change dans la façon de faire du bénévolat. Est-ce qu'il y a un changement dans les motivations à poursuivre? Donc, c'était ça essentiellement qu'on voulait voir avec la version 2011-12. Sans mettre de côté là, ce qui avait été sondé avant. Donc, c'était ça
qu'on voulait mettre en lumière. Qu'est-ce qui a changé? En disant, mais qu'est-ce qui a changé dans le bénévolat tout court, notamment dans la façon, dans le temps donné. Entre autres, on ne veut plus le faire de façon nécessairement régulière. Non. Donc, une fois par mois, pendant X années, on le fait peut-être plus à court terme. On est prêt à faire du bénévolat, mais des 2 heures ici, 2 heures là. Donc, Et vos répondants, vous allez les chercher où, précisément? Mais là, en 2011, comment on a fonctionné, c'est on a des partenaires, en fait, au département, puis aussi au laboratoire en loisirs et vie communautaire, dont je suis la co-directrice. Puis, ces partenaires-là, on les a interpellés pour qu'eux mobilisent leurs organismes, leurs membres, Oui. pour faire descendre. Bref, c'est surtout des partenaires provinciaux. Donc, on parle de Conseil québécois du loisir, Sport Québec, Fédération québécoise du loisir en institution. Là, évidemment, les URLR, je vais en échapper, là, mais le but étant qu'eux aient l'information, le questionnaire, le lien du questionnaire, puis que ça descende. Ça puisse descendre. Oui, le plus Et possible. c'était pas uniquement, j'imagine, les bénévoles qui devaient répondre, les gens qui étaient responsables des organismes en tant que tels devaient avoir une portion pour eux ou... Bien, en fait, c'est une excellente question. Il y avait aussi, la première année, on a eu la chance d'avoir un financement, parce que c'était l'année internationale du bénévolat en 2001. Oui. Donc, du Centre canadien de philanthropie à l'époque, qui a financé la recherche, puis on a réussi à avoir un montage financier qui a fait en sorte qu'on a eu un questionnaire pour les professionnels aussi, qu'on a envoyé à ceux qui travaillent avec les bénévoles. On a repris ça aussi en 2012, puis également cette année. OK. Donc oui, on a les professionnels aussi qui ont répondu pour voir quels sont vos besoins, comment vous percevez le bénévolat aujourd'hui, etc. Oui, quels sont les changements? Puis est-ce qu'on en a vu des changements au niveau de leur perception? Bien, dans leur perception, ils sentent que... évidemment, eux, c'est en termes de plus de besoins qu'on a vu, de matière, tout est intéressant, évidemment, mais une matière qui nous a interpellés, c'est besoin en termes de être un guide juste, c'est quoi la gestion des bénévoles? Qui est le bénévole aujourd'hui? Comment on gère les bénévoles? Oui. Donc, c'est surtout les humeurs ça. de chacun aussi. Oui, entre autres. Là, Oui. ouais. Mais c'était essentiellement ça. Besoin aussi d'avoir une ressource humaine qui va s'occuper des bénévoles. Souvent dans les organismes où c'est une tâche parmi d'autres, la gestion des bénévoles. Ils sont laissés à eux-mêmes alors que souvent l'organisme repose sur leur travail, le travail des bénévoles. Exactement. Et les organismes, évidemment, ils font ce qu'ils peuvent pour gérer les bénévoles Oui. qui sont leur matière première, mais c'est une tâche parmi d'autres. Ils ont aussi la programmation, ils ont un paquet d'autres choses. Donc, d'avoir une personne qui serait dédiée essentiellement à la gestion des bénévoles, ça aiderait beaucoup, mais évidemment, là, on parle de manque de ressources financières, tout ça, pour pouvoir... Encore une fois, c'est ouais, ça. C'est là que le bas blesse. Mais ça, c'est reconnu comme étant criant. Là. Les professionnels l'ont soulevé. Manque de politique de bénévolat aussi. Pourquoi pas se doter chaque organisme d'une politique qui dirait, bien, voici qui sont les bénévoles chez nous, comment on veut les accueillir, qu'est-ce qui est les droits et devoirs de chacun. Donc, les manières de faire, comment on... C'est bien. Au niveau, là, quand on parle justement au niveau du bénévolat, il doit y avoir des caractéristiques chez les bénévoles qui sont recherchés pour le loisir, le sport et la culture. Quelles sont ces caractéristiques-là en particulier? Ce qui caractérise, en fait, les bénévoles dans ces secteurs-là, oui. Bien, nous, en fait, quand on regarde le profil sociodémographique, là, c'est vraiment différent pour loisirs, culture, culture et sport. Sport, c'est essentiellement des hommes qui ont répondu comme bénévoles, sans dire que c'est essentiellement des hommes qui sont bénévoles, mais en tout cas, du moins ceux qui ont répondu en 2022, qui sont plus jeunes que... en sport? Oui. Okay. Un peu plus jeune. Quand je dis un peu plus jeune, c'est peut-être dans 30, 50. Oui. Comparativement à notre étude, essentiellement, c'est 40, 65, peut-être, de façon générale. Puis en culture, c'est davantage des femmes. Oui, et plus vieilles, plus âgées plus encore. Mature, OK. Ouais. Puis au niveau du loisir? Bien, le loisir, en fait, je le prends dans la catégorie loisir. J'intègre tout, en fait, dans le loisir. OK. Donc, puis ça, bien, c'était, comme mentionné, des 40, 65, essentiellement. Donc, dans les profils, puis les motivations, ce qu'on peut voir comme différent au niveau du sport, et
la famille revient beaucoup. Donc, tu sais, je vais m'engager pour montrer l'exemple à mes enfants. OK. Je vais poursuivre mon engagement bénévole pour être en présence de ma famille. Donc, on pense à C'est des ça. bénévoles qui deviennent, Sont par les exemple, parents, mettons, entraîneurs. Les d'enfants, joueurs, oui. c'est ça, les jeunes OK. jouent, font OK. leur sport ou tout ça. Donc, eux, soit sont entraîneurs sur le CA de Oui. l'organisme, l'association sportive, etc. Donc, ça, il y a beaucoup de ça dans les bénévoles en sport. Puis, en culture, essentiellement, bien, c'est ce qu'on voyait dans les motivations. C'est semblable. Là. Il y a beaucoup le sentiment d'appartenance La à cause en sa tant que communauté. telle, La est-ce que... cause aussi Oui, OK. est importante. Mais je dirais la cause là, revient dans l'ensemble des secteurs. C'est Oui, pas plus dans, OK. dans un que l'autre. Oui. Donc, Est-ce qu'il est possible quand même de départager un certain pourcentage si on dit qu'il y a plus d'hommes en sport? On peut-tu dire qu'il y a quoi, 80 d'hommes et 20 de femmes dans le sport? je dirais peut-être davantage là, autour de 65, OK. 35. Là. Et puis en culture, 1%. à ce moment-là? Je ne sais pas par cœur, mais là, ça serait plus 70, 30, 70, 70 OK. femmes. 30, tu sais, c'est des 5 là, mais tu sais, je sais que l'écart Oui. est quand même, C'est quand même important, oui. ouais, d'un secteur à l'autre. Oui. Puis dans la pratique du bénévolat, quelles sont les principales différences entre les résultats des études, justement, que vous avez pu voir? Bien, dans les motivations, on a tu sais, la cause qui est très importante. Oui. Donc, on va s'impliquer pour la cause, on va s'impliquer pour aider les autres, pour rendre service. Ça, c'est présent dans les deux études, je dirais même la première également. Dans les premières motivations. Ce qui se distingue cette fois-ci, c'est plus dans les motivations à poursuivre, parce qu'on fait une distinction entre les motivations à s'engager Oui. et les motivations à poursuivre. Il est resté, oui. Oui, et rester, exactement. Donc, dans les motivations à poursuivre, ce qui est plus fort encore dans l'étude de 2022, c'est on parle de je vais rester, je vais continuer mon bénévolat si l'ambiance est agréable, si j'ai du plaisir à faire mon bénévolat, si c'est un milieu amical, si je me sens utile. Donc, ce sont les OK. 4 principales. OK. Donc, on voit que l'ambiance, il faut que ça soit agréable. C'est important. Donc, oui. je Oui. fais du bénévolat, je décide de faire... j'ai du temps libre, je décide de prendre ce temps libre-là, Pour puis de l'investir. faire du bénévolat. Donc, tu sais, je voudrais que ça soit Je voudrais en agréable. tirer, justement, un Tout à certain fait. bénéfice. Oui, exactement. Donc, OK. c'est ce qui ressort. Puis dans les façons d'engager, il y avait une question aussi sur comment vous êtes engagé. Est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un qui vous l'a demandé, vous avez été interpellé ou c'est vous-même de votre propre initiative? Demander, en fait, c'est essentiellement ça. Donc, c'est soit quelqu'un de ma famille, un ami, l'organisme me l'a demandé. Mais par sa propre initiative, ça a monté comparativement aux autres études. Donc, de plus en plus de gens vont faire du bénévolat de leur propre initiative. Vont eux-mêmes cogner puis dire, regarde, moi, ça m'intéresse. J'ai du temps à donner, puis je pourrais le donner chez vous. Oui, tu sais, c'est encore plus fort demander. Ça demeure encore la meilleure façon d'aller chercher des bénévoles, donc aller demander. Mais l'initiative prend de plus en plus de place comparativement aux autres études. Bon, mais c'est heureux, ça, au moins. Bien oui, mais il faut aussi, comme organisme, s'adapter dans le sens que si quelqu'un vient cogner, il faut... Il faut être en mesure de l'accueillir, puis savoir. de l'encadrer pour qu'il soit, puis pour le retenir aussi, pour la rétention à ce moment-là. C'est quand même très important. Mais j'imagine que, comme on le disait, pour fidéliser nos bénévoles, qu'est-ce que les organismes doivent faire? Bien, dans un premier temps, je verrais que l'organisme, tu sais, je dis toujours, l'organisme, si vous n'êtes pas connu dans votre communauté, les gens ne vont pas aller vous voir dans un premier temps. C'est clair. Donc, être présent sur la place publique. Tu sais, s'il y a un festival, s'il y a un événement dans votre quartier, dans la ville, tu sais, soyez présent comme organisme, identifiez-vous, vous faire connaître. Okay. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas aller faire du bénévolat chez vous si vous n'êtes pas connu. Donc, une fois que les bénévoles sont dans l'organisation, bien, c'est de s'assurer que leurs valeurs, en fait, cadrent avec nos valeurs. Donc, toujours questionner les motivations. Ça devient important. Je peux comprendre que ça peut être difficile quand on parlait des Jeux du Québec, mais si les Jeux du Québec, c'est 2000 bénévoles, c'est plus difficile de demander à chacun leur motivation. Ça peut être par un formulaire au début, que les gens remplissent puis précisent leur motivation, puis on essaie de cadrer les tâches en fonction de ça. Mais quand on a la chance de pouvoir discuter avec le bénévole au départ, donc s'assurer que les motivations puis les valeurs de la personne cadrent avec celles de notre organisation. Donc ça, c'est déjà un pas de plus. Ensuite, bien, s'assurer que la personne se sente utile, elle a des tâches qui permettent de s'accomplir, puisqu'il n'y a personne qui souhaite se sentir inutile ou avoir un échec dans ses tâches
bénévoles. Donc, assurer un soutien aussi des outils pour que la personne puisse réussir. Donc, essentiellement, je dirais que c'est ça, mais il y a toujours la partie reconnaissance aussi qui ne se fait pas nécessairement par donner des objets ou tout ça. Là, c'est par un merci. Tu sais, on l'a questionné aussi, c'est ce volet-là, donc les meilleurs moyens pour vous reconnaître. Oui, puis les gens ont dit oui. un merci de l'organisation, un merci des usagers, donc des personnes qui participent à l'activité, que ce soit si tu es un bénévole pour un club de soccer, bien, les parents, les joueurs qui Et non remercient. pas une critique Ouais, quant à savoir que exactement. telle chose n'était pas là, ainsi de suite. Exactement. Remercier puis reconnaître que s'il n'y avait pas de bénévoles, mais il n'y aurait pas d'association sportive, il n'y aurait pas de club, il n'y aurait pas... Bon. Donc, il y a ça. Puis, merci, bon, je l'ai dit, des dirigeants, puis un soutien à travers la tâche. Donc, donner les outils pour qu'on puisse réussir, etc. Je reviens à nos 2 questionnaires qui sont la source de notre entrevue. Justement, quelles sont les tangentes, ou plutôt les constantes que vous avez pu sortir des réponses que vous avez obtenues entre 2011 et 2022? Puis en même temps, quelles sont les actions qui pourraient être, faites par les organismes qui emploient ces bénévoles-là? Bien, en fait, on se rend compte que les motivations, comme mentionné, sont les mêmes. C'est toujours la cause pour aider les autres à rendre service. Donc, on a vraiment ces 2 volets-là qui reviennent il y a 10 ans puis aujourd'hui. Donc, ensuite de ça, il y a les façons de s'engager. Donc, les gens sont interpellés. En fait, ils vont s'engager bénévolement s'ils sont interpellés. Donc, si quelqu'un leur demande, ça, c'est bien important. On avait des questions aussi sur la formation. Donc, la meilleure façon pour eux, puis ça, c'était ça en 2001, 2011, puis aujourd'hui, la meilleure façon de se former, c'est l'auto-formation. Donc, c'est bien des colloques, c'est bien des guides, des livres, là, mais... Le terrain. Oui, le terrain, l'échange, les discussions entre bénévoles, discussions avec les formes de mentorat, par exemple. Oui. Donc, il faudrait susciter ces discussions-là. Exactement. Si on est un organisme qui en emploie. Okay. Oui, ça, c'est extrêmement important, pouvoir discuter avec d'autres bénévoles, avec les employés, avec d'anciens bénévoles. Oui, ça, c'est très prisé comme formation aussi. Puis c'était ça aussi à l'époque. Donc, ça revient. Ce qui a pu être différent, ce qui est différent, là, entre autres, c'est au niveau... On leur demandait, en fait, en 2011, comment vous voulez être encadré par le professionnel. Okay. Est-ce que vous êtes plus de type direction, on doit vous diriger, ou plus être coaching ou en soutien? Quel rôle vous voulez que le professionnel joue auprès de vous? Puis, en 2011, bien, on disait beaucoup coaching, un rôle de coach. Être là, nous guider, nous écouter en présence. Là, coaching est encore là, mais il a vraiment perdu Il aurait besoin d'être dirigé? Non, pas dirigé, mais que le professionnel, par exemple, donne un coup de main aux tâches administratives. Que lui-même aide au niveau des tâches administratives, qui assure une représentation auprès des instances, auprès de la municipalité, ou qui représente les organismes. Donc, on est vraiment qu'il réseaute les organismes, le professionnel ayant peut-être une connaissance d'autres bénévoles, d'autres organismes qui vivent les mêmes problématiques, donc qui réseautent l'ensemble. Donc, c'est moins un rôle direct, je dirais. Peut-être un rôle plus de représentant, de réseauteur. Mais ça, on est encore au niveau du bénévolat? Exactement, oui. OK, excellent. Donc, les gens seraient plus autonomes en 2022 qu'ils ne l'étaient en 2011, du moins les bénévoles qui ont été sondés? Bien, c'est la perception qu'on a ou c'est le rôle qu'ils veulent quand même être soutenus puis bien outillés. Donc, quelqu'un qui n'est pas trop loin puis qu'on peut demander puis qui sont capables de nous mettre... je dirais en lien avec d'autres organisations ou des organismes qui ont des outils ou qui ont fait des études. Donc, avoir plus espèce de veille, tu sais, que le professionnel assure une veille stratégique de ce qui existe, qui apporte un soutien en fonction de ça. Je le traduirais de cette façon-là. Donc, est-ce que c'est une autonomie? Je ne sais pas, parce que, tu sais, au niveau de la matière financière, tu sais, tout ce qui est gestion concrète, les bénévoles, tu sais, aimeraient que les professionnels jouent un rôle important, tu sais, que les aident à trouver des demandes de subventions, à remplir, tu sais, cette paperasse-là. Parce que, tu sais, si un bénévole s'implique, par exemple, dans une association sportive, parce qu'il aime le soccer, bien, si tu es sur le CA, tu ne vas peut-être pas en voir de soccer. Tu vas peut-être avoir juste à faire de la... C'est ça. Oui. Donc, ce qui fait que ta passion, c'était ça. Puis finalement,
D'où l'importance que le bénévole soit au bon endroit aussi dans l'organisation. Oui, exactement. En même temps, là, c'est vraiment important. Puis ça, c'est encore aux responsables de l'organisation de voir à ce que chaque bénévole soit à sa place. Puis Oui. à chaque bénévole aussi de dire ce qu'ils veulent. On sait aussi qu'il y a eu une fenêtre assez importante que tout le Québec a vécu, que le monde entier a vécu, celle de la pandémie. Oui. Comment c'est venu impacter justement le bénévolat dans tout ça? Mais il y a des études qui ont été faites ça, au moment de la pandémie par, entre autres, Imagine Canada. Statistique Canada aussi en a fait. Puis, ça a beaucoup affecté le bénévolat en sport, en loisirs, en culture, parce que tout a fermé, en fait. Ça, Oui. on ne pouvait plus fréquenter les espaces fermés, par exemple les gymnases, on ne pouvait plus pratiquer notre sport. Donc, les salles de spectacle fermées, bon. Donc, ça a eu un impact majeur sur ce secteur-là. Les gens, bien qu'ils voulaient peut-être mettre sur pied plein d'initiatives, ils ne pouvaient pas le faire. Toutefois, les bénévoles sont revenus. Il y a plusieurs bénévoles qui sont revenus en loisirs, sport, culture, malgré la pandémie. Il y a une population vieillissante aussi, Oui, évidemment. Puis les bénévoles aussi sont vieillissants en loisirs, culture, sport. Donc, certains n'ont pas repris, mais d'autres sont revenus puis maintiennent. Donc, ça, quand même, de ce côté-là, on est quand même bien chanceux. Mais il reste que le recrutement est encore une problématique, là. On souhaite recruter plus de bénévoles encore et encore. Et puis, la façon dont vous y prenez pour les recruter, c'est plus les organismes, j'imagine, qui les recrutent. Mais est-ce que vous leur donnez des exemples de type de recrutement à faire auprès de leurs bénévoles ou est-ce que vous vous associez à eux parfois pour les aider dans ça? Bien, je dirais que c'est surtout, par exemple, il y a eu des colloques, là, ça a été un gros mois de colloques au mois de mai, puis plein de gestionnaires de bénévoles qui se réunissent, qui discutent ensemble de façon de faire des bons coups, des belles initiatives qu'ils ont mis sur pied. Donc ça génère vraiment de belles idées, entre autres, Oui, pour les bénévoles, pour les gestionnaires aussi de bénévoles qui en fait, veulent améliorer leur recrutement parce que, tu sais, pourquoi c'est toujours à recommencer? Je pense que la problématique est plus au niveau de la fidélisation des bénévoles. Ils viennent peut-être, mais après, ils quittent. Ils doivent quitter pour un paquet de raisons, ce qui fait que c'est toujours à recommencer. Mais les échanges qu'ils font justement pendant ces colloques-là, ils repartent avec des bonnes idées, des solutions. Idées à implanter dans leur milieu. Oui, tout à fait. Nous, on en propose avec les résultats, ce qui est suggéré. Puis en fait, c'est les bénévoles eux-mêmes qui suggèrent par le biais du questionnaire, comme l'importance d'être présent dans sa communauté, l'importance de, si on veut recruter des jeunes, par exemple, d'aller dans les filières jeunes, aller dans les cégeps, dans les écoles secondaires, dans les clubs sportifs. Donc ça, c'est revenu, puis ça se discute là. Également, si on avait à conclure sur une chose, autant pour les bénévoles que pour les organismes qui les emploient, qu'est-ce qu'on leur dirait? C'est important, dans un premier temps, quand on veut recruter des bénévoles, le bénévole aujourd'hui est face à une diversité d'options, en fait. Oui, Il peut travailler, mais aussi il peut faire un paquet d'autres choses, puis paquet d'organismes qui ont besoin de bénévoles. Donc, il y a une grande diversité. Puis, les gens ne s'engagent plus de la même façon aujourd'hui ils sont plus dans l'affiliation que dans l'appartenance. Donc, ils vont y aller en fonction de leur intérêt, du moment, en fonction de où ils sont rendus dans leur vie, tout ça. Donc, c'est important premièrement, d'être connu, de faire connaître, je le répète, mais c'est extrêmement important. Puis après, quand le bénévole est là, c'est de discuter avec lui, de prendre le temps de discuter de ses attentes, de nos attentes aussi comme organisme, puis de voir, est-ce que nos valeurs se rejoignent, nos motivations se cadrent avec justement l'organisation. Puis nous, comme organisation, d'avoir les outils pour bien soutenir ce bénévole-là. C'est qu'il sache que ses tâches, il va être en mesure de le faire, de les faire, il faut être en mesure aussi de bien les faire, de les réussir. Donc, pour ça, il faut être à l'affût de c'est quoi les derniers outils, qu'est-ce qui se passe en bénévolat, comment je peux bien l'accompagner. Merci. Merci infiniment. C'était très apprécié comme discussion. Parfait. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. C'est ainsi que se termine avec cette émission notre 3e saison de Cultiver son savoir. J'espère que le tout vous a plu. Merci à l'Université du Québec à Trois-Rivières,
Campus de Drummondville pour son étroite collaboration. Merci également à l'équipe de Nous TV. Un grand merci à vous, Madame, Monsieur, qui nous avez écoutés, en souhaitant que vous soyez des nôtres pour de prochaines émissions. Ceci étant dit, à bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.